Cette conférence va maintenant Voilà, être enregistrée. voilà. Donc maintenant, la conférence est enregistrée. Et donc, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président du mouvement européen de Seine-Maritime et je suis chargé de dire quelques mots en introduction de cette manifestation. Ensuite, je laisserai la parole à Marie-Claude Cagougnol, qui va être l'animatrice générale de cette séquence du Havre. Alors, moi, je vous remercie déjà d'une part d'être venu et je remercie ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure de la séance. Je nous remercie aussi beaucoup de cette grande première, en fait, hein, puisque ce séminaire l'Europe le long de la Seine est co-organisée par le mouvement européen de Seine-Maritime et la Maison de l'Europe, qui, elle, de Seine-Maritime, est basée au Havre, et tout particulièrement cette initiative que nous développons. Alors, au Havre, on aurait dû le faire en présentiel si ça avait été possible, on le fait en visioconférence, mais après, avec la situation du Havre et des intervenants du Havre. C'est la deuxième étape de ce séminaire. La semaine prochaine, nous serons à Lille, à Hambourg, à Hanovre, et puis nous aurons une autre séance de clôture, de synthèse, où nous avons sollicité et reçu les réponses définitives du président de la métropole rouennaise, et nous attendons la réponse du président de la métropole havraise pour faire la synthèse de ce séminaire. Alors, en introduction, mais vraiment très, très rapidement, moi, je voudrais répondre à deux questions qu'on nous pose souvent. Pourquoi l'Europe le long de la Seine et pourquoi les friches industrielles dans un séminaire européen? Alors, à ces deux questions, il y a deux réponses. La première, elle est un simple regard hein, sur les cartes que nous avons diffusées à travers notre site internet, à travers Facebook, à travers Twitter, etc. Donc, que la plupart d'entre vous ont dû apercevoir. Lorsqu'on regarde la carte géographique du nord-ouest européen, elle fait apparaître des liens étroits entre les quatre fleuves du nord-ouest européen que sont l'Elbe, le Rhin, l'Escaut et la Seine. Et on y voit un enchevêtrement de routes, de canaux, de voies ferrées, de pipelines, et qui, en fait, on voit qu'il y a un réseau qui se constitue et progressivement, les estuaires, qui étaient des sillons qui pénétraient, on parlait d'interland, hein, qui pénétraient à l'intérieur des terres, s'estompent pour donner naissance, en fait, à un vaste delta d'un grand fleuve qui dessert l'Europe et connecte l'Europe au reste du monde. Eh bien, ici, autour de ce réseau, se construit une grande part du projet européen. Donc les fleuves, c'est un élément important, l'Europe le long de la Seine, connectée à ces trois autres fleuves, c'est un élément déterminant, nous semble-t-il, de la construction européenne. Ensuite, les friches. Pourquoi les friches? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on a préparé cette initiative, au départ, on voulait mettre en valeur les territoires. Et on s'est dit, mais en fait, il y a une caractéristique commune à quasiment tous les pays de l'Union européenne, c'est la restructuration des friches. Et en fait, l'Europe, elle a donné naissance à la société industrielle qui s'est développée tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, et cette société qui aujourd'hui s'efface, ou en tout cas se restructure fortement pour faire face aux défis climatiques, environnementaux, numériques. Et partout en Europe, on voit que ces friches sont en train de se transformer, d'être réhabilitées, de se redéfinir. De nouveaux process apparaissent, de nouveaux modes de vie se développent. Et donc, sur les friches, ici aussi se construit le projet européen. Tout ça pour dire, c'est que, et ça en arrive sur l'Europe des territoires, c'est que l'Europe, ce n'est pas simplement Bruxelles, ce n'est pas simplement le Parlement européen, ce n'est pas non plus seulement les chefs d'État ou de gouvernement qui prennent des décisions loin des peuples, etc. Ce n'est même pas non plus seulement les fonds européens qui sont mis à la disposition des territoires, mais que l'Europe, c'est une dynamique, c'est un projet, ce sont des valeurs qui sont portées par et sur les territoires. Et c'est cette approche que nous voulons, à part ce séminaire, essayer de partager avec les Sénomarins, pour leur dire en fait que l'Europe, c'est aussi et peut-être surtout leur affaire, que ensuite nos dirigeants pourront porter. Voilà, c'est donc dans cette perspective que nous avons construit et que nous conduisons ce séminaire. Aujourd'hui, on s'arrête au Havre. On va donner la parole à deux porteurs de projet, Luc Lefebvre
Éric Leroy. Mais pour vous en dire plus, je donne la parole à Marie-Claude Cagougnol, hein, secrétaire de la Maison de l'Europe, qui va être l'animatrice générale de cette rencontre de ce soir. Moi, je vais rester un peu en réserve et notamment veiller à ce que ça fonctionne bien. Voilà. Et puis, nous aurons en fin de, et je m'arrête là, Marie-Claude, en fin de séance, il y a Alain Repers, là, qui est parmi nous, qui lui est chargé de faire le compte-rendu de nos rencontres, qui sera publié sur notre site internet, et qui, en fin de rencontre, nous fera une petite synthèse, un billet d'humeur sur ce qu'il a retenu, ce qui est de notre rencontre de ce soir. Marie-Claude, je vous laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Bon, tu as dit beaucoup de choses, mais quand même, je suis heureuse de vous accueillir et je vous dis bienvenue au Havre, même si c'est en distanciel. Alors, je me présente donc Marie-Claude Gacougnol. Je suis la secrétaire générale de la Maison de l'Europe, dont le siège social est sur la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Alors Pierre Mingui, notre président, est actuellement sur un autre chantier très important avec l'ACU. Il nous rejoindra dans la soirée. Vous l'avez déjà évoqué, c'est dans le cadre de nos divers partenariats que la Maison de l'Europe, nous nous sommes joints à votre invitation, le mouvement européen de Seine-Maritime et de Rouen en particulier, pour ce cycle de visioconférences et en particulier pour animer celle de ce soir qui est consacrée à la réhabilitation des friches industrielles au Havre et sur le territoire du Havre Seine Métropole. Alors avec deux exemples, d'abord la reconversion du site de la marine marchande et ensuite du hangar zéro. Alors le site de la marine marchande se trouve à Sainte-Adresse et c'est l'un des projets qui a été le plus soutenu par le Fonds européen de développement régional, plus connu sous le terme de FEDER. Donc, notre intervenant là de ce soir qui va nous présenter cette reconversion, c'est Luc Lefebvre. Luc est adjoint au maire de Sainte-Adresse. Il est en charge des finances et Luc est également administrateur de la Maison de l'Europe 76. Alors, Luc, je te passe la parole à toi et on m'a dit que tu avais 30 minutes. Donc, tu as jusqu'à 7h moins le quart. Ok, merci beaucoup, Marie-Claude. Je vais essayer de tenir les 30 minutes. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, je me représente effectivement, Luc Lefebvre, je suis adjoint au maire de Sainte-Adresse, chargé des finances. Et je suis chargé également de ce projet de la marine marchande, enfin de restructuration de la marine marchande. Donc, je suis également membre de la Maison de l'Europe et je suis également responsable du mouvement Marche pour la région havraise. Je vais essayer de vous passer. Alors, j'ai un petit PowerPoint. On va tester ça. Je pense que ça devrait marcher. Moi, je l'espère. Alors, moi, je le vois. Alors, je ne sais pas si. Donnez-moi confirmation que vous voyez bien le Oui, document. tout le monde le voit bien. Alors, je me permets, Luc, éventuellement d'expliquer aux gens. Si vous voulez voir plus grand l'image, vous avez une barre horizontale qui sépare les caméras du document qui est vu. Vous pouvez faire monter cette barre horizontale en vous mettant au milieu. Vous pouvez le remonter en haut, ce qui réduit la taille des vidéos, des images, des vidéos, et augmente la taille du document. Ça, c'est une première solution. Puis vous en avez une autre, si vous baladez votre souris sur la droite, vous avez appareil photo, plus, moins. Et là, vous pouvez aussi grandir la taille. C'est plutôt sur un effet Voilà. de loupe, là. Plutôt que d'agrandir la taille, vous allez grandir la partie du document qui est visible. Voilà. OK. Je m'arrête là, je me tais. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter. Alors, il faudrait d'abord que ça fonctionne. Voyons. Que l'élément se tourne. Ça y est.
Donc effectivement, je voulais vous présenter ce cas d'espèce, cette restructuration, cet exemple de fonds friche, qui est une des opérations fonds friche les plus importantes de Seine-Maritime, et qui concerne en fait l'école de la marine marchande, qui est située sur le territoire de la commune de Sainte-Adresse, ce qu'on appelle le plateau de la Hève, en fait, qui est qui est à l'extrémité de Sainte-Adresse, en limite également du Havre, le long de la falaise. Donc cette école a été créée dans les années 60 et un déménagement s'est opéré en 2015 sur le Havre. Vous pouvez voir sur la droite d'ailleurs le nouveau bâtiment de la marine marchande, de l'école de la marine marchande au Havre, sur une restructuration d'ailleurs des anciens docks du Havre. Donc, ce qui s'est passé effectivement, c'est que la mairie de Sainte-Adresse a souhaité effectivement se lancer dans une opération de restructuration de ce quartier, qui est un quartier un petit peu sur lequel l'urbanisme est un petit peu disparate, puisque c'était effectivement la ville de Sainte-Adresse s'est plutôt développée le long d'une valeuse. Sur ce plateau, c'était essentiellement des installations militaires qui étaient là, et aussi le phare de la Hève. Donc ça fait une vocation d'observation, une vocation militaire. Il reste toujours d'ailleurs une caserne de CRS. Donc cette école importante, on a souhaité intervenir dessus. Il y a d'abord, attendez si on va avancer, c'était un lieu de villégiature, plutôt de tourisme local, avec un tramway qui montait, tramway qui a disparu, hein, ça c'est jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et un territoire qui était un petit peu en patchwork, avec, comme je le disais, un collège, une caserne de CRS, des installations militaires d'ailleurs toujours, de transmission d'informations, et des anciens, un historique, je dirais, de la fonction de défense et d'observation qui était sur ce lieu, à la fois par les Français et les Allemands. Donc notre objectif, alors si ça va bien. Donc on a opéré effectivement le rachat de cette école, enfin la mairie de Sainte-Adresse. Et là on a fait appel, je dirais, à l'EPFN, l'établissement foncier de Normandie, qui donc permet à la commune d'assurer le portage financier de cet achat sur une durée de 5 ans maximum. Alors, le prix d'acquisition était de 2 140 000 et le sujet principal qui concerne effectivement ce problème de fonds friche, c'est que cet ensemble de bâtiments était amianté, enfin c'est les techniques un petit peu des années 60, il y a en fait 30 000 mètres carrés de murs recouverts de sous-couches peinture amiantée, plus un ensemble de joints. C'est un petit peu le legs de ces années 60, et effectivement cette peinture amiantée permettait de très bien accrocher la peinture finale, la peinture de recouvrement. Alors dans cette acquisition, on a négocié assez longuement d'ailleurs avec l'État. On a un accord éventuellement de répartition d'une éventuelle plus-value et un engagement de réalisation de 30% de logements sociaux. C'est partie de nos engagements avec l'État. Alors le terrain fait 3 hectares 5 et il y a un ensemble de bâtiments, un bâtiment central, les externats, la chaufferie, l'administration, l'atelier, soit 17 000 mètres carrés, ce qui représente à peu près l'équivalent de 20 000 mètres carrés d'habitation. Et sur l'aspect désamiantage démolition, on a décidé effectivement de garder le bâtiment central, qui est un bâtiment tout à fait intéressant du point de vue architectural, avec une espèce de passerelle en partie supérieure, qui était une passerelle d'instruction des élèves officiers, et qui a une vue en 360 degrés tout à fait remarquable, et aussi un hall d'entrée qui nous paraissait intéressant. Donc les autres bâtiments sont détruits, d'ailleurs déjà détruits, et on a mis en place deux phases de désamiantage démolition, une première phase jusqu'à mi-2020, qui est déjà réalisée, donc, et une deuxième phase sur le bâtiment central jusqu'à mi-2021. On arrive pratiquement à la fin de cette opération. Le coût initialement était prévu à 6 millions d'euros, et suite, je dirais, à l'appel d'offres, ce coût a été ramené à 3 millions 6, 3 millions 7.
Donc, vous voyez que la différence est très importante. C'est lié un petit peu à une optimisation des surtout opérations. l'aéronautique, hein, il y a quand même de très beaux projets qui sont devant. Alors, j'ai quelqu'un qui... Bon, ramené à 3,6 millions, donc une économie très importante. Et dans ce financement, nous avons, c'est l'EPFN. De compagnies aériennes, il y a des beaux projets. Alors là, je ne sais pas, j'entends quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui c'est. Bon, sur cette opération de 3 millions 7 en TTC, on a obtenu tout un ensemble de subventions qui étaient très importantes pour l'équilibre financier de l'opération. Le problème de ces fonds friches, c'est que les promoteurs privés ne veulent pas prendre en charge ces opérations parce que le coût de remise en l'état du terrain ou des bâtiments est extrêmement onéreux, ne permet pas d'équilibrer une opération normale. Un promoteur préfère très loin un terrain vierge qu'une ancienne usine ou un bâtiment qui date des années 60. Donc là, on a eu d'abord une subvention des fonds propres de l'EPFN, l'établissement foncier de Normandie, à hauteur de 25%, je crois 722 000 euros. Une subvention de la région Normandie en fonds friches, d'un même montant, mais pour une part d'ailleurs qui est déjà européen. Et la partie la plus importante, c'est la subvention FEDER, l'axe 4 port, plan d'opération régional, pour 1 155 000, plus des subventions pour les études et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on a obtenu pas loin de 3 millions d'euros sur la valeur hors taxe. Là-dessus se rajoute la TVA. Donc reste à la ville de Sainte-Adresse que 10% de cette opération. Donc ça nous permet d'avoir l'importance du soutien qui nous était accordé par ces aides, et notamment ces aides européennes, nous permet d'être en position convenable pour discuter avec des promoteurs immobiliers et assurer, je dirais, une requalification du site. Donc nous, il reste à notre charge à peu près 350 000 euros de frais de participation aux frais de désamiantage d'évolution, plus il y a l'aspect TVA à notre charge, mais enfin bon, ça c'est quelque chose qui a été retraité par ailleurs. Donc vous voyez que ce qui est important, c'est cette participation des fonds FEDER et abondée par les fonds friches de l'EPFN et de la région. Donc l'opération, qu'est-ce qu'on a souhaité faire là-dessus? C'est faire un nouveau pôle d'attractivité au niveau de la communauté urbaine du Havre, réaliser une opération qualitative apaisée avec des circulations douces, cyclables et piétonnes, éviter des transversales sur ce terrain, revoir les circulations routières aux alentours, interdire des circulations routières traversantes dans un axe nord-sud, et une programmation mixte permettant l'accueil de jeunes ménages, la conservation du bâtiment central et une offre culturelle, puisqu'on a l'intention effectivement de mettre en place un espace culturel d'environ entre 1000 et 1500 mètres carrés. Là-dessus s'ajoutera des offres de commerce et aussi une qualification paysagère importante du site. Donc actuellement, on a sur une programmation, c'est environ 20 000 mètres carrés de surface à construire ou réadapter dans le bâtiment central. 30% de logements classiques en accession à la propriété, 10% de logements haut de gamme. Logement haut de gamme, pourquoi? Parce qu'en fait, on est quand même, dès que vous êtes au deuxième étage, vous avez une vue mer donnant directement sur Deauville, Trouville, enfin sur l'ensemble de la baie de Seine. Donc il y a un côté qualitatif certain. Et donc l'obligation de l'État, c'est 30% de logements aidés et environ 1000 m² de commerce. Et là, nous sommes effectivement dans la phase finale, c'est un appel à candidature. Et là, on a eu à peu près une douzaine de promoteurs aménageurs, et notamment tous les grands groupes nationaux, Bouygues, Eiffage, Nexity, tous les grands. Et on a retenu 5 candidats, et ensuite on en a retenu 3 après une présélection. Et là, nous sommes sur la phase finale de choisir le dernier candidat. Et d'ailleurs, c'est demain que ces 3 candidats doivent remettre leur offre finale, après qu'il y ait eu, je dirais, une consultation, un échange, une négociation
avec ces trois opérateurs. Les critères, c'est la qualité urbaine et architecturale, la qualité du montage juridique, l'offre financière, parce que c'est un point important. Nous, pour notre commune, on souhaite que cette opération soit neutre du point de vue financier et que le coût de vente, en fait, l'opération est la suivante, c'est qu'on vend le terrain avec un cahier des charges et sur la base d'un projet remis par le promoteur. Après, il y a la qualité de l'animation et la conduite du projet pour 10%. Alors là, je vais vous montrer justement les trois projets tels qu'ils existent actuellement, tels qu'ils sont présentés actuellement, qui peuvent avoir quelques modifications, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une présentation. Voilà, je vais aller un peu loin, un peu vite. Voilà. Là, le premier que vous voyez, c'est ICAD schéma. C'est vous voyez une surface aménagée, une surface arborée et de jardin devant le bâtiment central de cette école de la marine marchande qui est restructurée. On voit d'ailleurs la mise en place d'appartements sur la partie gauche du toit. Et on a 4 niveaux de ce bâtiment qui sont utilisés pour des appartements, plutôt de standing. Et sur la partie droite, il y a un ensemble de maisons individuelles dont une particularité, c'est qu'on utilise ce qu'on utilise pour nos chaumières normandes, du torchis. Et après, une espèce de petit village sur la droite, un peu vers le haut, qui accompagne le projet. Et tout ça, je ne sais pas si si quelqu'un, j'ai pas regardé le temps, alors je ne vais pas partir trop rapidement. Alors voilà un de ces projets. On va passer au second, Next City, qui reprend un petit peu la même thématique, hein, la restructuration du bâtiment central, avec un restaurant d'ailleurs panoramique sur le haut. Les trois d'ailleurs ont ce type de restaurant panoramique. Aussi des duplex ou triplex sur la partie gauche du bâtiment central. On voit une espèce de auvent avancé au milieu de ce bâtiment central. C'est l'espace culturel qui sera à peu près de 1000 m². Et on voit sur la partie droite un ensemble de bâtiments nouveaux qui sont des bâtiments, donc des appartements plutôt de standing. Je vous montre le dernier, alors qui se forme plutôt d'un dessin. Et on voit quelque chose d'assez particulier. Sur la partie droite, vous voyez un bâtiment sur lequel s'inscrit un cheminement paysager. Et en fait, ce bâtiment permet de monter effectivement progressivement pour les piétons, d'arriver ensuite à un petit cheminement et un petit pont qui permet de se relier, de rejoindre l'ancien bâtiment central où se retrouve également un restaurant et plutôt des espaces ouverts sur la partie supérieure. Et donc à ça s'ajoute un ensemble de bâtiments, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, qui conclut, qui ferme l'ensemble, et un ensemble paysager aussi sur le premier plan. Donc voilà ce projet, c'est une volonté effectivement de restructuration de ce plateau de la Ève, qui est un endroit important pour notre commune et aussi pour l'agglomération havraise. Au total, ce sera à peu près 250 logements. Mais le point principal, c'était effectivement de traiter en amont ce problème de l'amiante. Et il est évident que sans l'appui de ces fonds européens, nous aurions été à la peine, je dirais, pour le réaliser. Et il est peu probable que nous aurions pu trouver un promoteur apte à réaliser l'ensemble de cette opération. Voilà, alors la programmation telle qu'elle est, on est sur 2021, on finira effectivement, on signera l'acte de vente plutôt d'ailleurs sur le début 2023, le début 2022, pardon, ce qui veut dire que c'est une opération qui sera achevée pour fin 2023, début 2024, puisqu'il y a un petit peu de décalage sur cette opération. Donc là, on est effectivement à la définition, au choix, je dirais, sur les trois projets que vous avez vus ici. Et sur la négociation finale qui est importante. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet. Je sais pas si vous avez des questions, si je peux y répondre. Alors, du coup, je vais arrêter de partager l'écran. Voilà, paf.
Non, c'est pas ça. Non, c'est là. Voilà. Voilà. S'il vous Non, plaît, ouais. ne cessez pas de partager l'écran. Bon. J'ai quelque chose à vous demander, s'il vous plaît. Ah bon, d'accord, ok. Ben, alors, je vais essayer de récupérer ça. Je sais plus où c'est passé d'ailleurs. Parce que je ne trouve plus où est le communication. Quote meeting. Alors, allez-y, oui, je vous écoute, oui. La question, quelqu'un a demandé où est l'ancienne école et où a-t-elle été transférée. Et il me semble que sur la première diapositive que vous avez présentée, on voyait la nouvelle école. Il y a une forme de paquebot, si je ne me trompe. Oui, exactement. C'est une forme de paquebot. Elle est située, alors pour ceux qui connaissent le Havre, c'est dans les anciens, c'est près des, ce qu'on appelle les docks Vauban. Et près là où il y a le centre commercial des docks qui a été mis en place dans les anciens hangars Café Coton. C'est un petit peu près du bassin Vauban à l'entrée du Havre. Quand vous arrivez sur le Havre, le premier bassin que vous avez, c'est vous continuez, vous voyez ce bâtiment qui est un petit peu noir, mais qui a eu un prix. Il y a un prix d'architecture d'ailleurs pour la qualité de la réalisation. Alors je ne sais pas si je peux le remontrer, si vous l'avez. Est-ce que je ne sais pas si vous avez la vue écran. On va essayer de vous le remontrer. Partager l'écran. Boum. Est-ce que vous le voyez? Non? Oui, attendez. Partager. Boum. Voilà. Vous le voyez sur la droite. Donc, c'est effectivement, vu sur un certain angle, on a l'impression d'avoir effectivement la proue d'un navire. C'est à l'intérieur tout à fait aussi intéressant. C'est une très très belle réalisation architecturale. En fait, on peut dire que cette école, elle est placée près du pôle universitaire, à côté de l'école de management de Normandie, de la cité numérique, de Et de Sciences Sciences Po, Po. et donc de l'IUT, etc. C'est très bien situé. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant sur ce terrain-là ou c'était un terrain vague? Alors, de la nouvelle école, c'était en fait, il y avait Oui. des anciens bâtiments, des anciens docks qui n'avaient. Alors, toute cette partie de ce port, en fait, n'était plus utilisée. D'abord parce que les tirants d'eau à l'intérieur de ces bassins sont insuffisants. Et maintenant, vous savez que le trafic est devenu. La majorité du transport est conteneurisé. Et donc, les navires conteneurs qui sont de plus en plus gros sont totalement incapables d'utiliser ces bassins. C'est pour ça que le port 2000 a été créé au Havre pour traiter les bateaux qui font maintenant pas loin de 400 mètres de long. 400 mètres de long, c'est 100 mètres de plus que la Tour Eiffel, que la hauteur de la Tour Eiffel. Donc, c'est des bâtiments qui sont gigantesques et totalement, ces bassins sont totalement déclassés par rapport à ces évolutions du transport maritime. Ces quais étaient faits pour tenir des bateaux d'environ 100-150 mètres de long, quoi, qui avaient 8-9 mètres de tirant d'eau. Maintenant, les tirants d'eau de ces porte-conteneurs, on va vers plutôt 16 mètres, 17 mètres. Quoi. Alors, j'ai deux questions. L'une, on me demande, il me semble que vous l'aviez dit, mais c'est bien de répéter, à qui a été achetée cette ancienne école de la marine marchande? À l'État. C'est un terrain, Voilà. les bâtiments appartenaient à l'État. Et puis alors, j'ai un investisseur très intéressé par la nouvelle construction qui voudrait savoir le prix au mètre carré en accession à la propriété. Alors, enfin, les prix sont très variables en fonction de la situation du logement et du type de logement. Hein. Il y a des logements sociaux qui vont être vendus à un bailleur social qui sont à peu près à 1500, 1600 euros du mètre carré, hein, mais en revente à un bailleur social. Et après, ça va monter à 3500, 4000, 4500 euros selon les promoteurs. Mais c'est un petit peu l'ordre d'idée, la fourchette des prix de vente. Mais je pense que ça sera une bonne opération parce que vraiment tous les grands promoteurs immobiliers français se sont battus, je dirais, pour être sur cette opération. Avez-vous d'autres questions? Oui, alors moi j'ai peut-être, Philippe, qu'il y a une remarque à faire, mais plus par rapport au pôle universitaire, parce que donc l'école de la marine donc a rejoint ce que vous évoquiez, Sciences Po,
l'université qui est pas très très loin. Mais c'est une particularité sur le Havre, c'est qu'en fait, ce pôle universitaire, il est relativement proche du centre-ville. En fait, vous avez plutôt recentré le pôle Tout à universitaire, fait. là où dans beaucoup d'agglomérations, on a tendance à externaliser les pôles universitaires vers la périphérie des centres-villes. Là, on a une démarche un peu inverse, j'ai l'impression, sur le Havre. Je me trompe ou c'est... C'est totalement vrai, parce qu'effectivement, même l'IUT qui se trouvait près de Coqueriville va redescendre et rejoindre ce pôle universitaire qui est dans les docks, l'ancien dock, au plus D'accord. Une, proche. une partie, effectivement, de l'université, une partie, effectivement, de l'IUT va redescendre. Et surtout, ce pôle universitaire, il se trouve, il est très beau parce qu'il est aussi au milieu des bassins avec des bateaux, des voiliers, ce qui fait un peu rêver. Et il est à côté de la gare. Vraiment. Donc, pour les élèves, les étudiants, la mobilité, elle est extrêmement facile. Et également pour les professeurs qui souvent viennent pour les professeurs d'université qui viennent quelquefois de la région parisienne. Et donc, la mobilité, elle est extrêmement fluide. Et le tram également facilite, le tram qui passe facilite la circulation, évidemment. C'est une très belle réalisation d'un point de vue universitaire au Havre, là. Je peux poser une question, Luc? Oui. Oui. La répartition des logements sociaux est tout à fait inégale d'une commune à une autre. Est-ce que cette opération va permettre à Sainte-Adresse de se situer à peu près dans les normes, enfin dans les obligations Euh, légales d'une part, ou dans la moyenne, ou bien est-ce qu'on reste un petit peu en dessous de ce qu'il est souhaitable si on veut accueillir des logements sociaux à pourcentage réglementaire? alors on restera malgré tout en dehors des clous, j'allais dire, mais parce que oui, on est à peu près, je crois, 12 ou 14% de logements sociaux. On en a rajouté régulièrement, mais le problème que l'on a, c'est que notre commune est entièrement urbanisée. C'était le seul endroit à peu près, enfin, qui était urbanisé, puisque là, c'est une restructuration. Et on n'a pas de terrain disponible pour faire des opérations immobilières conséquentes. On en a fait plusieurs, enfin, concernant les logements sociaux. Et donc, on est soumis, il y a d'ailleurs une amende, puisqu'on a cette année, on a payé 80 000 € d'amende pour ne pas être dans les règles. Alors, ce n'est pas une volonté politique du tout, mais c'est que en étant urbanisé à 100%, quand vous êtes urbanisé à 100%, vous ne pouvez pas construire comme ça d'un coup. Je crois qu'il fallait faire 80 ou 90 logements supplémentaires. On n'a pas la place de le faire. On le fait par étapes, par petites. Chaque fois qu'il y a une nouvelle opération, on demande aux promoteurs d'inclure des logements sociaux, mais on ne peut pas comme ça faire une opération dans laquelle on fait 80 ou 90 logements supplémentaires. Alors ça pose aussi également d'autres problèmes, je dirais, d'acceptation sociale, comme on dit, de ces opérations, et donc on préfère effectivement les répartir sur plusieurs opérations immobilières. Philippe Tillet, tu poses la question sur les autres territoires? J'ouvre mon micro. Oui, c'était ça. Là, parce qu'on s'inscrit dans le cadre européen, c'était de dire quand vous avez fait des études dessinées de ce que vous vouliez faire de cette école de marine marchande, est-ce qu'éventuellement vous êtes allé voir sur ce qui se faisait ailleurs en Europe sur ce style de bâtiment ou de région, ou au contraire vous êtes resté En fait, on travaille dessus depuis pratiquement, je vais dire, 15 ans. On savait que l'école allait partir, donc on a eu suffisamment de temps de réflexion pour y travailler, faire appel à des cabinets extérieurs, mais on n'a pas délibérément fait un tour européen des situations un petit peu équivalentes. On a travaillé avec des cabinets d'urbanisme qui nous ont d'ailleurs apporté des exemples qu'on avait trouvés aux Pays-Bas, en Allemagne, et qui ont contribué à notre réflexion, oui, certainement aussi. Oui, je me souviens effectivement
de projets hollandais qui nous avaient été présentés, qui étaient assez intéressants. Ok. Il n'y a plus d'autres questions sur le chat. Bon, bah après, s'il n'y a pas d'autres observations, peut-être qu'on peut passer au temps suivant. Puis on pourra aussi, en fin de débat, revenir sur l'ensemble, justement, parce qu'on va avoir une démarche un petit peu différente avec Éric Leroy. Je sais pas, Marie-Claude. Voilà, donc je vais présenter maintenant, s'il n'y a plus de questions, je vais présenter la deuxième partie de cette visioconférence qui est consacrée à un autre type de réhabilitation des friches, qui est le fameux hangar zéro, qui se trouve dans les quartiers sud du Havre, pas très loin finalement de la nouvelle école de la marine marchande. Alors, le hangar zéro est devenu le lieu emblématique des acteurs de la transition écologique et donc l'intervenant qui va nous présenter cela, c'est Éric Leroy. Éric est donc le directeur général, un des directeurs généraux du hangar zéro en charge de l'éducation. Bonsoir Éric, tu as la parole et tu as 30 minutes, m'a-t-on dit. Bonsoir. Voilà, oui, j'ai eu des petits problèmes techniques de connexion puisque je suis sous le hangar zéro. J'ai voulu installer le matériel sur le hangar zéro justement et je suis accompagné de 2 personnes qui sont venues assister à cette conférence sur la présentation de ce qu'on peut faire en ce qui concerne les friches sur le Havre. Vous m'entendez bien? Je pense que oui. Ouais, tout à Voilà. fait, tout à fait, Eric. Alors, voilà. Ta connexion s'est mise à fonctionner. Très bien. Nous sommes dans le quartier Saint-Nicolas, qui fait partie du quartier de l'Or. Le quartier Saint-Nicolas, c'est d'abord avant tout un village, le village Saint-Nicolas, où j'y suis né. Et en fait, je suis venu rejoindre ce projet parce que justement, je suis revenu dans ce quartier en 2013 et en fait, ce projet a commencé en 2014. Et à l'issue des informations que j'avais pu avoir sur le quartier, j'ai voulu me rapprocher un peu plus de ce projet. Ce projet, c'est quoi? C'est revisiter la Seine, qui a été lancée en 2014-2015 pour proposer tout le long de la Seine de la mise en place de friches ou tout simplement des tiers-lieux, des projets innovants qui ont un lien avec l'écologie, l'énergie et puis toute cette partie sociale qui est pour le hangar zéro important. Ce qu'on pourra dire sur le hangar zéro, c'est que en fait, ce projet a été retenu en 2016 sur Visitons la Seine et il y a eu 120 propositions de fait. On a été lauréat. Je vais, pour commencer, vous montrer une petite vidéo qui rappelle le début du projet du hangar zéro. Bonjour à tous et bienvenue au Havre. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet éco-citoyen qui verra bientôt le jour au quartier. Il s'agit du hangar zéro. On ne voit rien. Éric? On ne la voit pas la vidéo. Habitants du quartier. Et leur but, c'est de transformer ça. Éric, on ne voit pas la vidéo. On ne voit pas la vidéo, nous. Hein. Ah, vous ne voyez pas la vidéo? Non, tu n'as pas partagé d'écran. Ok, j'arrive. Il faut que tu cliques ou alors moi je peux peut-être te le faire. Voilà. Hop là. Voilà, c'est bon là, normalement, c'est bon là. Okay. Bonjour à tous et bienvenue au Havre. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet éco-citoyen qui verra bientôt le jour au quartier. Il s'agit du hangar zéro. Je suis avec les membres de l'association LFTM et les habitants du quartier. Et leur but, c'est de transformer ça en
start. On a besoin de toi, de toi, de toi, de vous. C'est quoi le hangar zéro? Le hangar zéro, c'est ça? Un lieu de vie écologique et ouvert à tous, où on recycle et réutilise tout, où on s'entraide pour créer, fabriquer et inventer. Vous s'y trouverez un restaurant scientifique, des ateliers, un laboratoire, un potager, des bureaux, des expos, des artistes, un jardin, des artistes, même des poissons. Bref, tout le temps. Pour nous rejoindre et soutenir le projet, rendez-vous sur le site web où vous trouverez toutes les infos pour apporter votre aide. Bonjour à tous et bienvenue au Havre. Je suis ici aujourd'hui. Alors, je reprends la main. Hop, comment on fait pour retirer ça? Ça, c'est fermé. Allô, vous m'entendez? Allô, allô? On t'entend, Eric, on t'entend. Hein. Ah, ok, très bien. Ok, maintenant je vais vous présenter le PowerPoint. Voilà. Vous le voyez, le PowerPoint? Tout à fait. Ok. Alors, le bâtiment, c'est un hangar qui a beaucoup servi pour le stockage de bois. Il y avait sur le quai de la Saône et puis le quai du Brésil, on recevait des cargos qui transportaient du bois. Et en fait, c'était l'usine Les Bois Charles qui était ici. Et pendant des années, du bois était traité à l'intérieur du hangar, mais aussi à l'extérieur. Il y avait en fait tout le quartier du quai de la Saône, du quai du Brésil, c'était du stockage de bois. Ensuite, quand le bois s'est terminé, on a stocké du cacao sous ce hangar-là et du café. Et en fait, en 2013, le hangar il était resté en friche. En fait, c'est devenu une verrue. À un moment donné, la ville ne savait pas trop quoi en faire. Il y a eu un deuxième hangar qui était à côté, qui était le hangar Caillard 2, qui eux faisaient de la réparation de pièces pour Caillard à l'époque, qui a été détruit. En fait, ça a été décidé de garder ce hangar-là qui a été classé monument historique par rapport à sa façade. Et ensuite, ce projet du hangar zéro est venu après avoir reporté le concours de Revisitons la Seine. Voilà. Alors, nous avons une présentation, nous avons un peu d'histoire. La coopérative, parce qu'en fait, au départ, pour pouvoir apporter le concours, on a créé une association qui s'appelait LH Géro, qui s'appelle toujours LH Géro, mais qui est en veille. Et on a changé cette association par une société coopérative d'intérêt collectif. Vous voyez bien ? Alors, dans la présentation, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est un tiers-lieu, en fait, le tiers-lieu qui va pouvoir être très important par rapport au quartier, puisque en fait, le but, c'est d'abord, avant tout, c'est faire des chantiers participatifs pour construire le lieu, et ensuite de pouvoir donner l'accessibilité aux personnes du quartier pour avoir un lien social sur ce projet-là. Alors, ce qui est innovant, c'est qu'en fait, nous avons 90% de recyclage, puisqu'en fait, les trois zéros qui sont sur le projet du hangar zéro, c'est zéro déchet, zéro carbone et zéro laissé pour compte. Alors, le but, c'est de récupérer les matériaux de chantiers, de bâtiments qui sont détruits. On a récupéré des fenêtres du lycée de Dieppe qui a été détruit, cet hiver. Nous avons récupéré les fenêtres de ce lycée pour que nous, on puisse se servir du verre de ces fenêtres, qui nous servent aujourd'hui pour la vitrine de la boutique. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au hangar zéro. En fait, ce hangar zéro, c'était le hangar Q.
forcément, on n'a pas gardé le cul du hangar 0, du hangar cube, puisqu'on l'a transformé en hangar 0, puisque ça correspond beaucoup plus dans le projet du hangar 0. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en intro, c'est qu'en fait, la genèse de ce projet, ben voilà, c'est en 2016, sur l'association Elagero, où on a remporté par rapport à Revisitons la Seine. Et en fait, ensuite, en 2000, je vois pas bien, en 2017, on décide de pouvoir répondre à ce concours qu'on a remporté et pour venir se mettre en 2019 une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, les valeurs, c'est zéro déchet. Nous avons 227 tonnes de déchets évités qui ont servi pour l'aménagement du bâtiment. On a zéro énergie carbone, c'est 100% des énergies consommées. Et en fait, on utilise toutes ces énergies pour pouvoir construire ce projet. Comme je vous disais tout à l'heure, zéro laissé pour compte. On a aujourd'hui sur le hangar 0, puisqu'en fait, le but, c'est aussi d'accompagner des personnes en insertion. Nous avons 32 personnes qui ont participé soit par des formations comme par exemple des maçons ou des électriciens du Greta ou de l'AFPA pour pouvoir rentrer en stage chez nous de cette semaine et qui participent à la création, par exemple, de cheminées, de l'électricité, tout corps de métier, puisqu'en fait, on prend beaucoup plus de gens dans le BTP que dans le tertiaire. Mais à l'heure actuelle, on a augmenté de 15 personnes depuis 3 mois, puisqu'en fait, on participe au projet au dispositif des jeunes diplômés, qui a été financé par la région et avec le centre de formation Retravailler. Alors, on a des stagiaires qui sont diplômés et qui ont besoin de garder justement leur savoir par rapport à leur diplôme et le mettre en pratique sur ces projets-là. Nous avons une personne sur la communication, nous avons une personne à la gestion et à la comptabilité, nous avons une personne qui travaille sur l'aide au chantier, et puis nous avons une autre personne qui m'accompagne sur les projets des ateliers participatifs qu'on fera sur le hangar 0. Alors, la société, c'est une société de coopérative d'intérêt collectif qui est aussi sur le versant SAS. Puisqu'en fait, on a quand même dans le hangar 0, le but, c'est de faire une boutique participative, un restaurant participatif, et tous les conteneurs qui sont installés à l'intérieur seront des lieux d'activité professionnelle où des personnes créateurs d'entreprises pourraient louer ces conteneurs pour pouvoir faire leur activité. Alors, l'intérêt collectif, c'est ce qui est en fait sur un projet comme celui-ci, un des plus gros travail à faire, c'est que en fait, cet intérêt collectif fait que c'est l'intelligence qui partagée sur des valeurs par rapport à chacun. C'est forcément l'écologie, tout ce qu'on peut faire sur le recyclage, sur l'environnement, sur le social, sur l'accompagnement au social. Mais ce sont des acteurs avant tout bénévoles sur le hangar 0, puisqu'en fait, nous avons que 3 personnes salariées, puisque en fait le président Brice Cano était salarié plus président. Il a voulu arrêter son contrat au mois d'octobre l'année dernière pour laisser la place à 3 personnes pour faire des activités différentes
en ce qui concerne la gestion, la comptabilité. On a pris une personne en carton, un autre carton c'est sur la communication, un autre carton sur la construction, et puis on a pris une personne en auto-entrepreneur qui est sur 3 jours par semaine, mais il fait 35 heures, même plus. C'est Hubert Roch qui est en fait le pilote sur le chantier, puisque c'est lui qui pilote comme chef de chantier ce projet avec l'ensemble des bénévoles et des sociétaires. Alors, en bref, c'est 2800 mètres de surface de plancher sur 4 niveaux. Nous avons 1200 mètres carrés de jardin à l'extérieur, partagés, avec une serre. Nous avons 90% de réemploi de matériaux. Et nous avons maintenant, aujourd'hui, on est plus de 300 sociétaires sur ce projet-là. Voilà. Et nous cumulons énormément d'heures sur le volontariat, à savoir que avant le Covid, on avait pris un bon petit chemin de croisière pour pouvoir faire avancer ce projet. Le Covid étant arrivé, on a été bloqué comme tout le monde sur la construction du premier confinement. Sur le déconfinement du mois de juin, on a remis les bouchées doubles, mais nous avons vécu comme tout le monde le deuxième confinement. Mais en parallèle, j'ai négocié pendant 2 semaines avec la sous-préfecture pour pouvoir qu'on puisse garder ces bénévoles, parce que le lien social de ces bénévoles était important, puisqu'en fait, ils venaient d'eux-mêmes, ils y trouvaient un intérêt et c'était dommage de ne pas pouvoir continuer sur ces chantiers participatifs. Alors, ces chantiers participatifs, c'est la construction toute la semaine du hangar. Et le week-end, ce sont des chantiers terre, en fait, puisqu'en fait, sur nos murs, on recouvre les murs de liège pour l'isolation phonique et thermique. Et ensuite, on le couvre d'un torchis terre qui est fait le samedi, voilà, avec des personnes bénévoles. Alors, cette négociation avec la sous-préfecture, le but, c'était de pouvoir continuer à pouvoir avoir ces bénévoles, mais le but, il fallait leur demander de devenir sociétaires pour pouvoir continuer ce projet avec eux. Alors, le but de continuer avec eux, c'est de changer la part sociale qui était à 100 €. Et sur l'Assemblée générale du mois de décembre, on l'a passé à 10 €. Comme ça donnait la possibilité de pouvoir toujours accueillir ces bénévoles et l'ensemble des sociétaires sur le hangar 0. Puisqu'en fait, le but d'un sociétaire, c'était de venir travailler sur son projet de société. Et maintenant, on est à plus de 220 personnes 320 personnes pardon, comme sociétaires sur le hangar 0. Alors, normalement, pour la fin de l'année, on aimerait au rez-de-chaussée, forcément, s'il n'y a pas d'aléa, mais on aimerait que déjà la boutique, elle est ouverte depuis hier. Cette boutique accueille des artisans. On accueille les artisans du monde. On accueille un caviste, le cellier du bien vivant. On accueille une personne qui fait du bois flotté, de la céramique. En fait, c'est surtout l'artisanat sur lequel on s'appuie pour pouvoir faire fonctionner cette boutique. À savoir que la boutique, ce sont des indépendants. Ils s'organisent eux-mêmes pour pouvoir faire fonctionner leur boutique. C'est-à-dire chaque personne qui a une location sur la boutique, c'est-à-dire qu'un emplacement seul ou des emplacements étagères, puisque à l'intérieur de la boutique, on a installé des étagères qu'on met en location pour qu'ils puissent mettre leur travail. Et c'est chaque personne qui font, en fait, c'est toutes ces personnes-là qui font un roulement dans la boutique pour pouvoir tenir les ventes de cette boutique. Voilà. Ensuite, en face, on a un restaurant participatif
qui devrait normalement voir le jour, pareil, novembre ou décembre, où déjà ce restaurant nous sert. Alors, il est en construction, hein, mais on a un coin cuisine où le midi, on s'en sert comme un peu comme une cuisine de cantine pour donner à manger, aux personnes qui viennent sur les chantiers participatifs. À peu près, on a entre 10 et 20 personnes par jour qui passent sur le chantier et qu'on nourrit gratuitement. C'est l'échange en fait qu'on peut leur donner. Alors, ensuite, on a, après le restaurant, on aura un jardin d'hiver où on aura une serre qui sera à l'extérieur. Alors, cette serre, normalement, on devrait commencer les travaux à l'automne, où ça sera une continuité du restaurant, où on peut accueillir 40 personnes dans la salle du restaurant, mais à l'extérieur, on pourra accueillir une dizaine de personnes en plus. Voilà. Ensuite, sur le noir, on aura un aquaponie, en fait, l'élevage de poissons. On est en train de travailler et chercher des personnes qui seraient intéressées pour venir nous rejoindre, à savoir qu'on avait en 2019 une personne qui voulait vraiment s'installer sur l'hangar 0. Dû au Covid, elle a fait marche en arrière et elle a mis ça un peu en stand-by. Et c'est pas sûr qu'elle revienne sur le projet puisque ça a été très compliqué pour elle. Ensuite, on a un atelier partagé, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir avoir des machines à bois pour éventuellement faire des ateliers bois, mais aussi d'autres ateliers où des personnes, des professionnels ou des personnes qui voudraient transmettre par rapport à ces ateliers du bois, mais plein d'autres choses en fait. Ensuite, on a un lambris-compostage qui sera installé au fond du hangar. Et à côté, on aura une micro-brasserie. Alors, c'est un brasseur qui fera de la bière, qui va faire la bière à partir de la base de mie de pain. Voilà. En face, on aura un atelier réparation. Alors, ce qu'on aimerait, c'est de faire un atelier réparation de vélo. Dans le quartier, ça a un sens parce qu'en fait, le but de pouvoir monter tous ces ateliers, c'est aussi de pouvoir aussi faire de la réinsertion par rapport à des personnes, soit qui sont loin de l'emploi, mais qui aimeraient monter un projet comme celui-ci. Ben, en fait, on l'accompagnera. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est justement l'accompagnement des personnes, surtout par exemple sur le restaurant, on a une Natacha qui est une personne qui est arrivée sur un dispositif qui s'appelle dispositif senior, qui est le centre de formation Récif qui a accompagné ces personnes-là en formation. Natacha cherchait un stage, je l'ai rencontré puisque moi je suis conseiller en insertion professionnelle et formateur. Et du coup, j'ai accepté de pouvoir lui donner la possibilité de faire 3 semaines de stage chez nous. Et en fait, elle s'est plu, elle est devenue sociétaire et maintenant, on va travailler avec elle pour qu'elle devienne salariée de la restauration. Voilà. Ensuite, on aura un atelier citoyen. Voilà. Alors là, on pourra éventuellement imaginer tout ce qu'on pourrait y faire dans cet atelier citoyen. Voilà. Après, au milieu, on aura un agora où on fera du spectacle. Des personnes, il y a des associations qui font du théâtre, qui sont intéressées de venir nous rejoindre pour pouvoir proposer du théâtre, du chant, de la musique, voilà. Tout ça pour animer le quartier et les habitants du quartier. Dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on ouvrira beaucoup plus forcément sur la ville. Après, on a un espace polyvalent, c'est-à-dire que cet espace, il servira pour la boutique, par exemple, si Artisans du Monde voudrait présenter un café, on fera des dégustations dans cet espace polyvalent pour pouvoir faire des échanges entre la boutique et les espaces. Mais aussi, on aura des ordinateurs. On voudrait aussi avoir une bibliothèque, vraiment un lieu où les gens pourront venir échanger. On voudrait faire aussi des cafés philo. Voilà, beaucoup de projets sur cet espace-là. Alors, le rez-de-chaussée, ce qui nous plairait, ça serait vraiment de pouvoir le mettre en place pour la fin de l'année. Voilà.
Alors forcément, je reprends un peu les activités, hein, les partenariats. Alors Aquaco, forcément, on a tous les partenaires qui nous suivent sur ce projet-là. On a forcément le lycée Saint-Vincent-de-Paul, qui sont nos voisins, le lycée Jeanne d'Arc, voilà, collège, etc. Les résidents qui sont sur une maison de retraite qui se trouve à côté, qui viennent nous voir, nous soutiennent. Pour certains, ils s'intéressent à ce qu'on fait, ils nous encouragent. Et puis, bon, bah voilà, on a l'ADN, on a les banques, forcément, et voilà. Les activités, bon, c'est ce que je vous expliquais, hein, voilà, je pourrais vous laisser le PDF à la fin. Alors, les propositions de valeur qu'on peut avoir, forcément, c'est l'allocation d'espace, c'est la création d'un réseau, c'est l'économie circulaire, sur le territoire vrai, on va mutualiser des outils et des espaces. Un Fab Lab, où il y en a un en ce moment à la Chambre de commerce qui chercherait à venir nous rejoindre ici sur le hangar. Donc voilà, en fait, le lieu intéresse beaucoup de porteurs de projets et s'intéresse justement à cet échange et cet échange d'intelligence partagée. Voilà. Alors forcément, la relation client, bah, c'est de pouvoir donner la possibilité de pouvoir venir s'installer sur le hangar 0, sur les espaces de location, comme on a fait pour la boutique participative. On n'a pas beaucoup eu de mal de trouver des personnes pour pouvoir s'installer sous cette boutique. Ça s'est fait assez rapidement. Voilà. Il y a des personnes qui ont trouvé l'intérêt et l'échange et cette nouvelle façon de pouvoir être dans un lieu agréable, innovant. Et l'idée du tiers-lieu intéresse beaucoup justement toute cette façon de chercher à pouvoir vendre leurs produits différemment. Voilà. Alors sur la clientèle, forcément, bon, le but c'est de faire participer la ville, quoi, dans sa globalité. Alors, sur les chiffres, je ne sais pas, je ne vais pas trop m'attarder par rapport à ça, parce qu'en fait, je ne suis pas le meilleur placé pour pouvoir en parler. Mais pour vous dire qu'en fait, on a, pour la fin de l'année, on aura besoin d'aller chercher 200 000 euros. Voilà. Pour d'autres projets qui devraient venir sur le chauffage. On va mettre des chaudières à eau. Et en fait, il faut qu'on trouve justement sur l'idée d'expérimenter ce genre de projet, c'est de pourquoi pas se rapprocher de la CRAM ou des gens comme eux qui pourraient éventuellement travailler sur la recherche et sur la technologie, qui pourraient développer des technologies différentes. Voilà. Alors, l'équipe du hangar 0, c'est l'équipe du hangar 0, c'est DDG en fait. Gérer la coopérative, c'est bon voilà, il y a toutes ces personnes qui sont la plupart du temps des gens bénévoles, à part Cathy qui est salariée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une des salariées pour la partie gestion comptabilité. On a la partie fédérée, qui est pareil, on a deux bénévoles et un salarié, Arthur, qui est lui la partie communication. Et puis forcément, on a la partie construire, où on a Vincent qui est salarié et en fait Hubert qui est en auto-entrepreneur.
Voilà un peu ce que je peux vous dire du hangar 0. Excusez-moi, c'est pas facile. Voilà le coopérateur. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup, Eric. As-tu terminé? Oui. Oui. Alors bon, peut-être nous allons donner la parole à Florence pour le chat. Ou si certains d'entre vous ont des questions à poser. Je crois qu'il y a des questions sur le chat qui sont déjà là. Hein. Oui, il y a beaucoup de questions sur le chat. Alors, on me demande qu'est-ce que c'est. Je vais bien poser une question avant le chat. Bon, on ne peut être qu'admiratif devant cette effervescence d'idées, de projets pour faire vivre le hangar 0. Il y en a tellement de projets qu'on peut concevoir qu'il y aura quelques difficultés à les faire cohabiter. Alors, Eric, si parmi tous ces projets, il y en avait 2, 3, 4, je ne sais pas combien, qu'il fallait absolument défendre bec et ongle jusqu'au bout, parce qu'on va pas de la restauration, mais de la récupération de matériaux jusqu'à la restauration en passant par l'aquaponing, on voit un peu l'étendue de toutes ces activités. Si on devait se concentrer et défendre bec et ongle 2, 3 ou 4 activités, quelles seraient celles pour lesquelles vous acharneriez à soutenir la viabilité? Je ne sais pas si ma question est claire, mais… Oui, clairement, je pense que le restaurant est important puisqu'en fait, on devrait faire un restaurant participatif sur le fait que déjà d'une, on a un lycée en face de chez nous où tous les hivers, là, tout cet hiver, on a vu les jeunes qui mangeaient leur sandwich au bord du quai et en fait, leur proposer de venir pouvoir manger peut-être pour peu de choses avec des idées différentes sur une nourriture différente, sur plein de choses qu'on pourrait peut-être leur proposer. Nous avons quand même sur ce projet des personnes qui planchent sur justement comment on pourrait aussi distribuer des repas pas très chers. On ne veut pas faire un restaurant où on va faire à la carte un menu à 15 euros. On veut que ce soit un restaurant participatif où tout le monde peut venir y trouver son compte. Après, moi, je pense que l'aquaponie, bon, je pense que je penserais plutôt pour un atelier vélo. Parce qu'en fait, le but de cet atelier vélo, c'est que dans le quartier, justement, on n'a pas de marchand de vélo, par exemple. Et puis, le but, ça serait de récupérer des vélos et de pouvoir donner la possibilité à des gens de pouvoir aller tout simplement au travail ou venir entretenir leur vélo à moindre coût sur le hangar 0. Ensuite, bon, la boutique, je pense que la boutique, c'est très intéressant. Moi, les gens qui exposent sur la boutique, je trouve que les artisans du monde, ça rentre complètement dans notre éthique. Mais voilà, quoi. Je pense qu'il faut laisser le temps à cette boutique de se mettre en place pour voir ce qu'on va pouvoir, dans 6 mois déjà, comment on va pouvoir faire vivre cette boutique-là et les personnes qui sont venues venir vendre leurs produits dans cette boutique, savoir s'ils vont y trouver leur compte. Nous, on ne gère pas les gens qui viennent ici, c'est eux, voilà, il y a des collèges, hein, on a un collège boutique où il y a une personne qui représente ce collège boutique et qui fait fonctionner ce projet-là. En fait, on a sur le hangar 0, on a 6 collèges. On a un collège éducation où j'en suis le DG avec Émilie Lemay. Et on a un collège justement boutique, restaurant, où c'est des personnes qui viennent sur le hangar 0, qui ont des projets, eux, personnels,
pouvoir les faire vivre éventuellement au hangar, mais voilà, on leur dit oui ou non si ça correspond par rapport forcément à l'éthique du projet. Forcément, s'ils viennent pour nous vendre du Made in Chine, on va dire non. Voilà. C'est simple, quoi. On essaye de faire du circuit court avec des artisans qui pourraient y trouver leur compte, en fait. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a d'abord, avant tout, je pense que la priorité, c'est de construire le lieu. Le lieu, là, on voudrait pour la fin de l'année que ce lieu au rez-de-chaussée puisse y trouver sa place. Et ensuite, on va continuer à installer l'étage, les espaces, éventuellement les espaces de coworking, de tiers-lieux, comme tabac, comme on veut en fait. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, André? Oui. Merci beaucoup. Alors, j'ai Florence, beaucoup de questions. voilà. Donc, on va essayer de répondre à toutes. On me demande qui est propriétaire des lieux. Qui est propriétaire? La mairie. La mairie du Havre? Oui. D'accord. On a un bail emphytéotique qui, dans 25 ans, le bâtiment sera la propriété du hangar 0. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un sociétaire? Quel droit a un sociétaire? Quelles obligations? Comme toute société, la personne qui s'engage qui prend part a droit à une voix. C'est-à-dire qu'il a autant de la parole que les autres sociétaires et qui fait justement connaître ses idées, ses projets, ses envies, son éthique. Et on essaye de faire tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions avec les directeurs généraux et le président pour mettre en place des choses que les sociétaires proposent. Ils ont le droit à la parole. Il y a plus de 320 personnes, ils ont tous droit à la parole. Mais je vais vous dire, on ne les voit pas beaucoup, ce qui est dommage. Alors, il faut qu'on réfléchisse à ça, justement. Parce qu'en fait, le but d'être sociétaire, ce n'est pas juste de prendre une part, c'est justement de participer à cette part qu'ils laissent, mais de venir aussi participer. Bon, alors, il y a l'effet du Covid. Hein, voilà, mais on voudrait les voir beaucoup plus participer. Puisque c'est un intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est vraiment de les voir auprès de nous. Vous avez aussi des coopérateurs. Est-ce que ce sont des gens qui vous apportent un soutien financier? Oui. Oui, on a l'ADEME, on a la région, le département, on a des projets avec le département sur de la réinsertion. On peut déjà avec la région sur les stagiaires qu'on a, ils participent énormément. Parce qu'il faut savoir que c'est des personnes qui sont quand même qualifiées avec un travail qui fournit au hangar 0 de 35 heures par semaine. Ce n'est pas négligeable. Ça aide justement les personnes qui sont comme moi bénévoles. Moi, j'ai 2 personnes en ce moment en stage avec nous et qui nous soulagent énormément. Alors, quelqu'un vous dit bravo pour ce projet très inclusif et écologique. Et la question est, l'Europe vous a-t-elle fourni une aide? Pour l'instant, non. C'est dommage. Non, c'est jamais trop tard. Hein. Ben voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ben voilà, de toute façon, vous savez, nous, on fonctionne sur on ne va pas toujours chercher ce qu'on devrait faire parce que justement, c'est un travail qui est fait par des bénévoles, qui n'est pas toujours des professionnels justement d'aller tirer un peu les vestes des gens pour chercher des fonds. Mais on y arrive au fur et à mesure. Voilà. Et justement, c'est avec des rencontres comme celle-ci, et j'en suis très content et ravi de pouvoir vous rencontrer justement pour voir comment on peut s'entraider. Alors, il y a une question qui m'intrigue parce que je ne peux pas la lire. Je vais demander à Alain Repers. Qu'est-ce que ça veut dire Fab Lab? Alors, waouh, c'est une belle question. C'est-à-dire que en fait, on travaille sur les nouvelles technologies. C'est pour vous donner une idée, vous voyez,
la Chambre de commerce, ils ont accueilli une association qui travaille sur la fabrication des imprimantes 3D. En fait, voilà, en fait, c'est un peu comme un tiers-lieu, c'est un peu comme un coworking. C'est des personnes qu'on accueille et qui viennent transmettre par rapport à ces imprimantes 3D. Ils voudraient développer plus leur activité dans le hangar 0, mais en plus de ça, ils vont faire de la formation. C'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité aux personnes du quartier de pouvoir participer à cette évolution de cette nouvelle technologie. J'ai encore une question. Votre projet ressemble à la grande halle de Colombelle à Caen. Est-ce que vous avez coopéré avec eux? Oui, on est en lien avec eux, mais le projet du hangar, c'est sur Bordeaux, c'est avec Grenwin, qui est une association qui se rapproche beaucoup plus de nous. D'accord. Ensuite, Chantal Cormon nous demande comment intégrez-vous les gens du quartier à part travailler comme bénévole? Alors, le but, vous savez, ça se fait naturellement. Les gens, ils viennent. Alors, les gens du quartier viennent naturellement. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour eux de venir comme ça, rentrer dans le hangar et puis de dire est-ce que je peux donner un coup de main? Parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, ils l'ont vu parce qu'on a communiqué dans le quartier. Moi, j'habite le quartier, je communique beaucoup sur ce projet-là. Je connais bien mon quartier, les gens me connaissent bien et en fait, c'est de bouche à oreille aussi. Et je vous assure que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on accueille au hangar des personnes du quartier, mais de tout horizon. De tout horizon. Des gens, quelquefois, qui sont très loin de l'emploi et qui retrouvent un dynamisme en revenant ici. Là, j'ai un exemple d'une personne et je vous assure, ça fait 3 mois qu'elle est là et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas participé à une activité comme celle-ci. Et je vous assure que là, moi, je retravaille avec lui sur son projet professionnel. Et voilà, c'est vraiment des très très belles personnes qui viennent nous rejoindre. Autrement, après, c'est par les réseaux sociaux, c'est par connaissance, voilà. Tout est bon pour pouvoir participer au projet. Et puis, bon, il y a aussi l'intérêt écologique, éthique du projet. C'est la transition écologique. Hein. Oui, on me demande si vous avez un partenariat avec les grands opérateurs portuaires. Oui, on a un partenariat, mais je pense qu'on est toujours un peu timide. Parce qu'en fait, on a aussi des projets d'installer une petite barge devant le hangar pour justement installer notre chaudière à eau, puisqu'en fait, on va récupérer l'eau du bassin pour alimenter les chaudières. Mais ça va, de toute façon, dans l'ensemble, vous savez, dans l'ensemble, sur les partenariats, se font au fur et à mesure. Parce que le chantier participatif, en fait, ça fait vraiment que 1 an et demi qu'on est vraiment à l'intérieur de ce chantier. Alors, je continue sur le secteur marine. Quel lien avez-vous avec les acteurs du port ou ceux des secteurs comme les universités? Alors, le hangar 0 se trouve quai de la Saône et à côté du hangar 0, il y a les conteneurs qui abritent les étudiants. Alors déjà, ça, c'est au niveau des étudiants, c'est très facile. Au niveau des universitaires, on a un partenariat avec l'Université du Havre et aussi avec Sonia Anton, qui a beaucoup de projets avec le hangar 0. Alors, on me demande aussi quelle différence y a-t-il entre, ça bouge, je vous demande pardon, un atelier participatif et, je vais retrouver, ça a sauté, et un atelier citoyen. Alors, l'atelier participatif et l'atelier citoyen, pour moi, je les mets ensemble. Hein. Je ne vais pas les différencier parce qu'en fait, le citoyen vient participer à une action collective qui est pour construire des murs pour faire de l'isolation, mais aussi, ça peut être aussi bien à l'extérieur pour le jardin.
Le sens dans tout ça, c'est le social. Alors, on me pose aussi des questions sur le concours d'attribution du hangar. Pourquoi est-ce que c'est votre projet qui a été retenu? Parce qu'on était les meilleurs. Qui est-ce qui choisissait? La municipalité? Non, je peux parler là-dessus parce que je faisais partie du jury de Réinventer la Seine. Et en fait, c'était des représentants des 3 agglomérations, Paris, Rouen, Le Havre. Et donc, il y a un jury qui était composé effectivement d'élus qui ont audité en fait les différents projets qui étaient proposés au titre de Réinventer la Seine. D'ailleurs, comme ça a bien marché, on a fait Réinventer Le Havre. Et en fait, sur Le Havre, il y a eu plusieurs projets qui ont été retenus. Il y a les quais de Seine, les logements étudiants. Rêver, c'est le ponton aménagé, c'est une espèce de barge-hôtel. Il y a Barge et Berge, qui c'est un système de barges établi entre Tolga, Croix et Le Havre, avec des barges fixes et des barges mobiles. C'est une barge de jeunesse. Il y a le quai des Jumeaux, qui est un aménagement de quai. Donc, il y a 5 projets qui ont été retenus au titre de Réinventer la Seine. Merci, Monsieur Lefebvre. Alors, encore une question sur l'Union européenne, mais là, je crois que c'est vous qui nous demandez de l'aide. Pensez-vous que l'Union européenne puisse vous conseiller pour développer votre projet? Vous n'êtes pas contre, je suppose. Bah non, je pense que de toute façon, ce genre de projet, ça intéresse tout le monde et l'Europe aussi. C'est du collectif. Voilà, si on se voit là ce soir et on parle tous ensemble, c'est que déjà il y a un intérêt commun qui est là. Et l'intérêt commun fait une force beaucoup plus importante pour porter ce genre de projet. Bon. Je vois que Pierre Mingui vient d'arriver. Ça fait 5 minutes. Pierre est le président de la Maison de l'Europe. Alors peut-être qu'à ce propos, il pourra dire quelque chose. Voilà. Bonsoir Pierre. Et je vois que Philippe aussi a de quoi. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais vous présenter quelques excuses de ne pas vous avoir rejoint, mais c'était une séance du bureau du Conseil de développement et j'étais obligé d'y assister. Donc, à ce sujet, je crois que nous avons déjà évoqué avec Eric un certain nombre de coopérations possibles, de partenariats possibles entre la Maison de l'Europe et le Hangar Zéro, incluant bien sûr des recherches, j'allais dire, d'aide du niveau européen, mais pas seulement d'ordre financier, aussi en conseil, en projet de coopération intra-européen, c'est-à-dire une vaste, j'allais dire, une étendue beaucoup plus large que l'étendue réductrice des financements européens. En effet, c'est un projet qui peut être partagé. J'ai eu l'occasion d'en discuter lors d'une réunion avec le président du comité de jumelage Le Havre-Magdebourg. Il y a aussi des expériences intéressantes qui sont faites dans différents pays de l'Union européenne, en particulier en Allemagne, on le retrouve dans les villes partenaires. Donc, il y a beaucoup de choses à monter ensemble et surtout sur un ensemble de territoires, pas seulement réduit, j'allais dire, à une ville ou à une communauté urbaine, mais que ce soit sur notre territoire de la Seine-Maritime, parce que je trouve que la Seine-Maritime, qui est quand même le territoire le plus peuplé de la région, est quand même un peu le parent pauvre en dotation européenne. Et je le dis pas seulement là aussi financièrement, quand je vois que il y a quand même trois associations qui sont habilitées comme pour accueillir une représentation de la Commission et qu'il n'y en a pas en Seine-Maritime, je trouve qu'il y a un peu quelque chose qui ne va pas. Alors, je pense qu'avec le mouvement européen, on travaille bien ensemble. La Maison de l'Europe, on travaille de mieux en mieux ensemble. Et je m'en réjouis et je dois dire que je compte bien que nous développions et que nous soyons vraiment
deux forces vives de la scène maritime pour représenter l'Europe sur un territoire. Et de ce fait, avoir tous les atouts ensemble pour pouvoir établir des partenariats et défendre, bien sûr, tout ce que l'Union européenne peut apporter en aide, qu'elle soit, j'allais dire, financière ou qu'elle soit de nature humaine. Je ne sais pas si Philippe partage ce que je viens de dire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, on a l'occasion d'en parler souvent. Si, tout à fait, mais effectivement, on peut que se réjouir de cette affaire, mais pour reprendre aussi sur comment l'Union européenne peut aider des projets comme celui-là, je rappellerai, c'est que le représentant de l'Union européenne en Normandie, ça s'appelle la région Normandie. Hein, Oui. c'est la région Normandie qui a les fonds que l'Union européenne met à la disposition comment dire, des acteurs normands. Et après, je pense qu'il y a une vraie interrogation parce que je vois que la région Normandie finance en partie le projet du hangar zéro. Il faudrait poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est pas des fonds européens qui sont mis à disposition par la région Normandie et qu'éventuellement elle appelle ça fonds normand alors que c'est peut-être des fonds européens. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une vraie question qui est posée. Par exemple, il y a une agence au niveau de la Normandie qui s'appelle l'Agence de développement économique. Il y a une agence aussi sur l'attractivité du territoire qui gère des fonds européens pour les mettre à la disposition du territoire. Et ça devrait être, à mon avis, des interlocuteurs incontournables pour des projets comme le hangar zéro. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit des projets qui soient entendus et entendables par la région Normandie. Voilà. Mais la région Normandie, c'est quand même le premier opérateur de l'Union européenne en Normandie. Quoi. Oui, oui. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Peut-être que la région Normandie, c'est souvent le cas en France, hein, mais peut-être particulièrement en Normandie, où la région Normandie l'oublie ça. Oui. On a quand même le sentiment dans les actions passées que la région Normandie a, disons, une préférence territoriale pour d'autres parties de la Normandie que la nôtre. Et on peut le regretter. Je pense aussi, je pense que l'Europe peut aussi apporter son soutien sur justement d'autres postes que l'ensemble du hangar zéro, puisqu'en fait, dans le hangar zéro, c'est des niches où on va peut-être faire de l'insertion, où on va peut-être accueillir des projets d'ateliers, des choses comme ça, où on va aussi travailler avec la maison de l'estuaire. Cet hiver, on a travaillé avec des groupes de jeunes qui sont en grosse difficulté avec des ITEP. On a récolté le roseau. Vous voyez, en fait, le hangar zéro, c'est pas juste devant le bassin, c'est-à-dire qu'on s'ouvre aussi à l'extérieur où on va peut-être donner envie de se retrouver sur la Roselière, sur le Marais, avec la maison de l'estuaire et de monter des projets aussi là-bas qui a un lien avec le hangar zéro. On a l'idée de faire un hackathon sur la Roselière avec le hangar zéro, la maison de l'estuaire et d'autres partenaires. On a des choses comme ça où le Havre peut justement s'ouvrir vers l'Europe par ces actions-là. Oui, d'ailleurs, on a évoqué cet après-midi avec Eric, je lui donnais l'exemple de la Lettonie où il y a une grande production de roseaux. Et en fait, la Lettonie se retrouve devant une problématique un peu identique à la nôtre, qui est celle pratiquement de l'invasion des produits chinois dans ce domaine-là. Faire face à ce problème. Donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer des personnes impliquées en Lettonie dans ce secteur-là. Donc, j'en ai parlé à Eric. Il y a peut-être quelque chose à monter ou à voir ou à explorer prochainement. Tout à fait. Il faut savoir qu'en Normandie, pour réparer les toits des chaumières, on fait appel à du roseau de Chine ou Roumanie. À savoir qu'il y a encore 5 ans en arrière, on avait 7 exploitants sur la roselière du pont de Normandie. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 2 et voire peut-être 1 cette année. Alors, c'est quand même, voilà, là, pour le coup, l'Europe peut avoir vraiment une place qui pourrait aussi justement montrer qu'on peut travailler sur des cibles plus précises qu'on discutait cet après-midi avec Pierre. Ok.
Mais après, c'est en même temps, ce qui est important, il faut, et c'est là que certainement, ce qu'on avait déjà évoqué mardi dernier là, avec Eric, c'est l'enjeu d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe dans l'Union européenne, parce qu'il y a des coalitions à construire. L'Union européenne ne bougera pas sur ces terrains-là si c'est pas les acteurs des territoires qui amènent, en fait, qui font du lobbying, hein, comme de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Si on ne fait pas remonter vers l'Union européenne qui a des enjeux importants à développer en matière de développement sur des filières comme vous évoquez là, ben, ces filières-là, elles n'émergeront pas au niveau européen, hein. Oui, oui. C'est certain que les opérateurs chinois, eux, ils font du lobbying auprès de Bruxelles, hein, c'est évident. Alors à travers des entrées, peut-être pas directement avec l'étendard chinois en tant que tel, mais à travers des sociétés qui financent des contrats, etc. Et donc, quelque part, il faut qu'on s'organise pour pouvoir être davantage présent sur ces terrains-là, hein. Parce que l'Europe, à mon avis, n'est pas contre le fait d'initiatives comme celle-ci, mais si elles ne sont pas entendables, si elles ne sont pas visibles, si les parlementaires ne les portent pas, si nos représentants politiques ne portent pas cette dynamique-là, l'Union européenne ne les connaîtra pas. Tout à fait. Et là, justement, comme on est en train de travailler sur le plan de relance, sur les priorités, sur le changement climatique, etc., il y a potentiellement une ouverture d'esprit. Là, on voit bien hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Là, je vous avais entendu, alors ça n'a rien à voir avec le hangar zéro, mais encore que, quand on voit que les grandes compagnies pétrolières, les assemblées générales d'actionnaires les obligent à redéfinir leur plan pour pouvoir tenir compte de respecter les engagements climatiques, on voit bien qu'on est devant des mutations potentielles qui vont être extraordinaires. Alors après, est-ce que nous, on va être acteurs de ça, ou est-ce qu'on va être enfermé dans notre petit hangar, dans notre petit territoire, etc. Et puis bah, à ce moment-là, on passera à côté de ces grands enjeux-là, hein. Absolument. Tout à fait. Je voulais en profiter pour, parce que là, on est au hangar. Moi, j'ai voulu qu'on fasse ça au hangar justement parce que ça, pour moi, ça a un sens. Et en fait, je voulais vous présenter un de nos des DG qui est Vincent. Et je vais vous le laisser se présenter à vous. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je ne sais pas si je suis là. Ouais, ça, c'est la caméra, donc c'est bon. Je ne connais pas forcément très bien encore la Maison de l'Europe, mais ça fait plusieurs fois effectivement que j'en discute avec différents interlocuteurs, notamment Eric ou d'autres personnes. J'en entends parler par ailleurs aussi au département ou choses comme ça par d'autres interlocuteurs. Moi aujourd'hui sur le hangar zéro, donc je suis principalement sur la partie communication événementielle, relations partenaires presse, et puis un peu de coordination chantier participatif. Et effectivement, au travers du hangar zéro et plus largement au travers de la région, même d'autres initiatives régionales, et puis des différents, on va dire, porte-parole que vous êtes amenés à être, je pense, au sein de la communauté européenne et des différentes instances. À mon avis, on peut porter effectivement de nombreux projets assez larges, puisque effectivement, on a d'autres initiatives comme celle du hangar zéro, sur Caen également. Et je pense qu'aujourd'hui, la force de la Normandie, c'est justement de pouvoir justement mutualiser ses forces et montrer et démontrer qu'au travers de ces différents tiers-lieux qui sont en train de voir le jour et qui du coup redynamisent la région Normandie, permettent aussi une vraie transition écologique citoyenne, aussi bien dans l'économie sociale et solidaire que dans le reste de l'économie, et va permettre aussi, à mon sens, de pouvoir redémarrer l'économie avec le monde d'après qu'on nous vend un peu partout, mais qui finalement est encore plus speed ou plus encore moins résilient que celui qu'on a connu avant la crise Covid. Et c'est à nous-mêmes, à nous toutes et tous, de finalement réinventer ce monde. Donc, comment on le fait, avec quels fonds et qui finance, effectivement, ça reste toujours une grande question. Mais c'est aussi pour une plus grande résilience du territoire, puisque le projet du hangar zéro s'inscrit aussi dans donc le projet Réinventer la Seine, hein, comme vous le savez, donc dans le cadre aussi du projet Aropa, le Havre, Rouen, Paris, qui doit voir le jour. Et je pense que les interlocuteurs présents sur Aropa ont tout intérêt à faire valoir les actions, les différents projets portés par les initiatives telles que le hangar zéro, la friche Lucien ou le WIP quand on parle des 3 tiers-lieux un peu normands, pour que justement tout ça puisse vraiment émerger et pas uniquement sur un quartier ou uniquement sur une ville, mais vraiment à l'échelle du pays et puis à l'échelle des différentes instances européennes. Voilà. Donc ça, c'était mon point de vue. Et puis, heureux
de vous accueillir et de vous découvrir au sein du Hangar 0. Et puis, je l'espère bientôt vous accueillir voilà, directement sur le lieu pour vous faire visiter ce lieu atypique. Tu peux rester. Il y a peut-être des questions pour Vincent. Florence, il restait sur le chat. J'ai l'impression que Luc Lefebvre est parti, non? Oui, il est obligé de partir. D'accord. Oui, il avait une autre réunion. D'accord. Oui. Ok, bon, Florence, il n'y a rien d'autre? Bon, Marie-Claude, peut-être qu'on peut s'en arrêter là pour ce soir. Il est 19h40. Tout à fait. En tout cas, je voulais vous remercier tous et je pense que c'était quand même des échanges fructueux et surtout beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, j'espère que quand le déconfinement sera beaucoup plus élargi, eh ben, on pourra vous accueillir Oui. en vrai au Havre, quai de la Saône, pour voir le Hangar 0, mais et voir également l'actuel site, l'actuel bâtiment de la marine marchande et, et puis tout le pôle universitaire, parce que tout cela également a été fait avec des fonds européens. Voilà, Oui. entre Alors, autres. Pour conclure, on donnerait la parole à Alain Ropers, qui normalement va nous restituer ce que lui a pu retenir de notre rencontre de ce soir. Alain. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais je retiens quelques principes. D'abord, une très bonne coopération entre le mouvement européen de Seine-Maritime et entre la Maison de l'Europe. C'est aussi précurseur d'un rapprochement Rouen-Le Havre et l'Europe le long de la Seine. C'est vraiment dans cet esprit. Le deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est que nous avons eu là deux projets extrêmement différents, mais extrêmement intéressants l'un comme l'autre, mais avec évidemment toutes ces différences. Celui que nous venons de voir mettait en avant le côté participatif, bénévolat, citoyen, etc., et toutes les initiatives qui peuvent venir d'en bas. Le premier projet, c'est-à-dire la réutilisation du terrain de l'ancienne école de la marine marchande, avec une contrainte forte qui était ce bâtiment de qualité, mais à retaper, à remettre aux normes et à réutiliser. C'était tout à fait un autre style, puisque là, c'était beaucoup plus professionnel. Si j'ai bien retenu, je regarderai les chiffres, mais j'ai noté quelque chose comme 3 millions d'euros ou 3,7 millions de subventions européennes sur le sujet. Donc, c'est à mon avis cette complémentarité entre un côté très professionnel, faisant appel à des professionnels de l'urbanisme, du bâtiment, du financement, etc., pour réaliser des logements sur un endroit délesté, et puis un côté différent, pas vraiment plus axé sur le bénévolat, je dirais l'amateurisme, mais il ne faut pas le prendre de façon négative, c'est-à-dire où chacun donne ce qu'il peut donner au lieu de faire appel à des grandes sociétés. Les deux éléments sont à mon avis complémentaires et à encourager, car l'un n'ira pas sans l'autre. On ne peut pas non plus imaginer d'avoir tout un monde de bénévolat. Il faut aussi quand même que de temps en temps, il y ait une richesse financière produite à côté d'une richesse culturelle, morale, citoyenne, etc. Les deux sont complémentaires et je trouve que c'était très intéressant de voir ces deux aspects des choses. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alain. Pierre, tu veux dire un petit mot de conclusion? Et puis moi, à ce moment-là, je terminerai après par la prochaine rendez-vous. Moi, je serai très court. Je voudrais dire que je me réjouis de ce travail que nous avons commencé ensemble. Je trouvais et je tenais beaucoup à ces deux exemples parce que, comme il a été dit,
je les trouvais profondément différents et profondément complémentaires. C'était, je veux dire, il y avait, bon, ils sont vraiment, comme je dis, différents, mais il y avait quelque chose dans l'un et dans l'autre. Il y avait une sorte de volonté de repenser le futur qui me paraît important. Et dans le cas du hangar 0, j'ai quand même été surpris de voir que il y a des professionnels de l'architecture qui sont là, présents pour quelques mois, et qui sont passionnés par ce travail avec une redécouverte de produits, enfin de matériaux qui m'ont un peu surpris personnellement. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que nous aurons d'autres aventures ensemble, et je le souhaite ardemment. Et donc, que Le Havre et Rouen vivent ensemble, et vive la Seine-Maritime, et vive la Normandie. Voilà, je finis, mais je suis ravi de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, merci beaucoup, Pierre. Après, excusez-moi, je vais aussi remercier aussi parce que moi, j'ai été très intéressé de ces rencontres parce que avant tout, le hangar 0, c'est de l'humain. Nous sommes très, très portés sur l'humain et on en a besoin. Et aujourd'hui, ça a été très important de faire cette belle rencontre avec vous, les personnes qui sont venues nous rencontrer. En plus de ça, on a fait la visite avec un centre de formation qui est Récif, avec un groupe de personnes qui est arrivé de tout horizon. Mais voilà, c'est ça, c'est la mixité et ça, c'est très important. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Donc, moi, je vous propose, il est 19h48, qu'on s'en arrête là pour ce soir. Et en vous proposant un prochain rendez-vous. Donc là, il y aura une microbrasserie, si j'ai bien compris, en quelques mois. Eh bien, lundi prochain, on sera au Palais des Brasseurs, puisque nous serons à Lille, ou Lille, capitale européenne de la culture, et où là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir de manière, entre guillemets, aboutie, des projets qui sont en développement au Havre aujourd'hui. C'est-à-dire que capitale européenne de la culture, ça s'est développé en 2004 à Lille, en s'appuyant beaucoup sur la restructuration des friches avec des grands projets comme la gare Saint-Sauveur qui ressemble un peu à l'école de la marine marchande, mais les maisons Folies qui ressemblent un peu au projet du hangar 0. Et donc, on va pouvoir discuter de ça avec Marie-Pierre Bresson, qui est adjointe au maire en charge de tous les projets de développement, d'attractivité, d'Europe, etc. Et notamment sur les friches industrielles, qui va pouvoir nous raconter ça et comment ça a permis à Lille, qui était une ville sinistrée du nord de la France où on n'allait jamais, de devenir une des principales métropoles européennes et avec une vraie dimension transnationale, puisque la métropole de Lille est appuyée sur 2 territoires, la Belgique et la France, et c'est une exception dans le monde européen. Et je pense que ça vaudra vraiment le coup d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'on va pouvoir ensuite ramener ça éventuellement en Normandie et en s'inscrivant vraiment dans une dimension européenne. Ça, c'est lundi 31 mai. Et puis, je dis simplement 2 mots, c'est que le 3 juin, 2 jours plus tard, on sera avec les témoins allemands qui nous parleront de comment on restructure les friches en Allemagne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'oubliez pas de vous inscrire pour récupérer le lien pour venir lundi soir à 17h. Pour le coup, c'est pas 18h, c'est 17h, parce qu'il y a un petit décalage horaire avec Lille, hein, c'est plus au nord. Voilà. Bon, bonsoir à tous et puis à très bientôt. Puis merci d'être venus. Merci. Bon, on dira merci par ailleurs à Eric et puis Luc. Merci à la Maison de l'Europe de nous avoir accueillis ce soir. Voilà. Bon appétit. Au revoir, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci Merci beaucoup. à vous et à très vite. Au revoir. Allez, Bonne soirée. Au revoir. allez sur Twitter, on annonce déjà sur Twitter, on annonce le 31 mai. Très bien. Avec plaisir. Pour les fiches, j'ai déjà eu l'occasion d'aller voir la gare Saint-Sauveur, c'est top. Okay. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.